À 16 ans, Alexandre, adepte de sensations fortes, brise son corps. Mais rien n'est impossible pour celui qui marche dans sa tête. Bienvenue dans le face-à-face d'Alexandre Bodard-Pinto. Bonjour Alexandre. Bonjour Fanny. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL TVI, bienvenue aussi à vous. Vous venez nous parler de votre livre intitulé « Ma vie à 200 à l'heure », un récit qui nous plonge dans votre vie, alors de votre enfance, un papa absent, une maman et un beau-père qui sont véritablement vos piliers, vos amis. On peut dire que votre livre est partagé en deux moments, l'avant-accident et l'après. Tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. J'ai découvert, on découvre évidemment votre combat au quotidien, j'ai presque envie de dire, durant la revalidation. Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre? Pourquoi avoir envie de se livrer? Alors, ça faisait quand même déjà quelques années que différents éditeurs m'ont proposé de le faire. Je ne me sentais pas prêt, tout simplement. Et puis, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, j'ai eu des événements assez marquants dans ma vie qui m'ont fait réfléchir. Et je suis vraiment, enfin en tout cas j'étais au moment de la rédaction, dans une phase un peu charnière de ma vie. Et je me suis dit, bah, c'est le bon moment. Cette phase charnière, je découvre dans le livre, on parle du fameux 50-50. C'est ça la phase charnière, vous pensez? Pour nos téléspectateurs, ben, voilà, c'est le jour, à 16 ans, vous avez un accident. Le livre, vous l'écrivez à 32 ans. Voilà. C'est ça la période charnière? Se dire qu'on a plus vécu maintenant, vous allez plus vivre dans une chaise que sur vos deux jambes? Disons que le moment correspondait bien. Ah oui. Maintenant, la période charnière n'est pas forcément liée au fait que j'ai passé autant de temps en chaise roulante qu'avant mon accident. C'est vrai que ça correspondait bien au niveau de la période. Et donc, effectivement, pour la petite histoire, le livre a été lancé le jour de mon 50. Donc, j'avais passé exactement le même nombre de jours avant mon accident qu'après. Il y a un jour, il y a un moment, justement, quand on se rend compte qu'on a passé, mais maintenant qu'on va passer plus de temps, comment vous sentez-vous? À l'heure actuelle? Oui. Bien, mais non, ça fait des années que je me sens bien, plein de projets, etc. Je ne vais pas vous mentir, évidemment, c'est pas évident tous les jours. On se rend bien compte parce qu'on découvre aussi dans votre livre, et ça, moi, je l'ai découvert, et nos téléspectateurs, à votre lecture, on se rend compte, cette douleur, en fait, même encore aujourd'hui, mal de dos, mal à la nuque. Et vous me disiez hors antenne, je ne sais pas si on peut en parler, qu'à choisir entre remarcher ou bien supprimer la douleur en étant dans une chaise, vous préférez simplement supprimer la douleur? C'est vrai qu'on parle souvent des problèmes liés au fait de ne pas marcher, mais rarement des problèmes annexes à la paraplégie ou la tétraplégie, qui sont pour moi beaucoup plus embêtants dans la vie de tous les jours, dans le sens où je ne marche pas, certes, mais ça ne m'a jamais empêché d'aller quelque part. Oui, tout à fait. Que la douleur peut vous empêcher. Alors que la douleur, elle ne va peut-être pas m'empêcher, enfin en tout cas, j'en suis pas encore là, j'espère jamais y arriver, mais c'est pesant, oui. C'est clair que c'est une douleur qui est constante. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de... Voilà. Alors, dans votre livre, on rentre carrément dans votre combat. Vous avez 16 ans à l'époque. Vous faites un peu le malin avec la moto de votre beau-père devant votre ami. La chute fait basculer votre vie. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous n'alliez plus jamais remarcher? Pas tout de suite. Donc, quand j'ai eu mon accident, je suis resté d'abord 2 semaines dans le coma. Et puis, il m'a fallu encore 1 mois et demi, 2 mois pour vraiment réaliser. Forcément, je me rendais compte que j'avais des problèmes, mais on me disait, tu vas devoir faire de la kiné, etc., etc. Et je pense que mes parents ont voulu me protéger aussi, en attendant que je me retrouve en chambre seule, pour vraiment pouvoir accuser le coup comme il fallait. Avant, j'étais encore sous l'emprise de la morphine, etc., etc. Donc, c'était pas simple. Et là, c'est clair que du jour au lendemain, quand un psychologue vous dit, voilà, il faut qu'on parle... surtout qu'il a été assez brut dans ses propos, donc... on vient vous dire, ben voilà, tu ne seras jamais indépendant, tu ne seras jamais autonome, etc., etc., etc. Et c'est justement lié à ça, ce côté où parfois il y a la santé physique, on a besoin de se reconstruire, et la santé mentale, où là, vous faites même une tentative de suicide. Vous nous l'expliquez assez crûment, enfin les détails, on a tous les détails, 28 coups de couteau que vous vous infligez. Comment, avec le recul, vous vous dites, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'après, vous vous en voulez, ne fût-ce que pour votre maman. Je m'en veux d'avoir fait du mal à mes proches, c'est vrai. Mais si on me demande si je regrette ce geste, j'ai toujours non. Parce que c'est aussi ça qui m'a fait ouvrir les yeux, en fait. Et de me rendre compte que non seulement j'étais pas tout seul dans mon combat, c'est moi, forcément, qui en souffre le premier, mais autour de moi, les gens en souffrent aussi.
Et puis voilà, je suis fils unique, avec une maman qui est très proche de moi, et un beau-père, etc. Donc je me suis rendu compte que le geste... Alors des fois, les gens comprennent pas trop quand je veux dire ça, mais que je trouvais mon geste assez égoïste, dans le sens où... Mais d'un côté, c'est votre vie. Ben, bien sûr, oui, c'est ma vie, mais j'étais quand même conscient d'avoir un entourage. Et malgré tout, je l'ai fait. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux, et c'est grâce à ça, entre guillemets, que je me suis dit par après, bon ben voilà, j'ai fait l'imbécile. Maintenant, je vais leur prouver à tous que malgré ma condition, je peux faire pas mal de choses. Et vos amis qui sont tout de suite très proches, c'est comme le Nouvel An, ils décident de le passer avec vous dans la chambre à l'hôpital, dans le centre de rééducation. On se rend compte aussi le travail fabuleux des aides-soignants. Complètement. Comme Eric, qui devient un ami à vous. Et vous êtes retourné dans le centre après? Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on a besoin d'y retourner après ou pas? Ou on se dit c'est une partie de ma vie? Alors moi, justement, c'est un peu le problème que j'avais quand j'étais au centre. C'est que je voyais des gens revenir alors qu'ils avaient quitté l'hôpital depuis des années. Et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie d'une personne handicapée? Revenir à l'hôpital, prendre son café, etc. Et ça me tentait pas du tout. Donc, pour répondre à votre question, non, je suis pas retourné au centre pendant des années. J'y suis retourné récemment pour faire des présentations et des conférences liées à mon livre. Ah bien. Voilà. Bien. Et ça, j'avoue que ça m'a fait plaisir parce que je revenais dans un cadre différent. Oui. Et entre guillemets... Avec plus de force peut-être? Plus de force, plus d'expérience aussi. Et de me retrouver face à des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, donc mon âge à l'époque, qui sont perdus forcément parce que voilà, ils se demandent un peu ce qu'est la vie après l'hôpital. Et de pouvoir, moi, à mon tour, jouer le petit rôle que d'autres ont pu jouer quand moi j'avais eu mon accident. Ça fait plaisir, entre guillemets. Dans votre livre, donc après le passage de la revalidation et votre passage au centre, on découvre aussi des moments plus sombres de votre vie, la vie en boîte de nuit, des périodes plus noires, le monde de la nuit, la drogue, beaucoup de drogue. Comment vous revivez cette période? Écrire cette période, c'était douloureux ou pas? C'était pas évident, oui. C'est vrai que c'était le travail d'écriture ou le travail de réflexion par rapport à son passé. On y pense souvent à son passé, ce qui n'a pas été évident. Mais le mettre sur papier, c'est autre chose. De le mettre sur papier et de se remettre dans la condition de l'époque. Ah ouais. Comment est-ce que je pouvais penser à l'époque? Évidemment, je ne pensais pas la même chose il y a 10 ans que maintenant. Donc voilà, donc j'ai eu des périodes assez difficiles, mais de nouveau, que je ne regrette pas. Je suis toujours le premier à dire qu'on avance de ses erreurs. Des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Je les détaille sans tabou dans mon livre. Parce que j'estime qu'elles m'ont aussi aider à avancer. Mais vous dites quand même pas mal de fois dans le livre que vous étiez un petit con. Ah, ça, oui, vous le dites souvent. Oui, bien sûr. Est-ce qu'en disant qu'on est un petit con, en écrivant toutes ces conneries, est-ce qu'on fait en quelque sorte un peu son mea culpa? Je pense, ou en tout cas vraiment, maintenant je me rends compte, maintenant que le livre est sorti, qu'il est sur papier, je me rends compte, entre guillemets, d'un point de vue extérieur, quand je le relis moi-même, je me rends compte des erreurs que j'ai pu faire. Et là, je me dis, bah tiens, voilà, dans le futur, dorénavant, je vais essayer de faire ci ou ça. Donc, c'est aussi parfois j'ai ressenti le livre comme un pardon, comme un merci aux gens qui vous avaient soutenu. C'est le cas ou pas? Un merci, ça c'est sûr. Un pardon... C'est peut-être ma position de maman où je me disais, votre maman, elle a dû endurer avec vous et vos bêtises. C'est vrai, mais ça c'est vrai que... Mais elle a toujours été là quand même, elle est votre pilier. Encore aujourd'hui? Bien sûr. On va tout de suite passer à l'humeur de l'invité. L'humeur, le principe est simple, je vous dis une petite phrase et vous devez répondre par le biais d'un petit émoticône. Que répondez-vous aux gens qui pourraient être choqués de lire vos aventures sexuelles dans votre livre? Ça vous fait rire si les gens sont choqués? Ça vous agace? Ça vous fâche? Non, ça ne me fâche pas, ça ne m'agace pas non plus. Je vais dire que ça m'amuse. Ça m'amuse tout simplement parce que j'en parle beaucoup, c'est vrai, et c'est aussi pour démystifier tout ça, dans le sens où je trouve que la sexualité d'ordre général, elle est accessible à tous. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, n'importe qui à 12 ans peut aller sur des sites Internet et avoir accès à tout. Par contre, dès qu'elle concerne le handicap, on n'en parle pas. C'est devenu tabou. Ou c'est, en tout cas, toujours tabou. C'est pour montrer aux lecteurs, ben voilà, je suis peut-être en chaise roulante, mais j'ai une vie sexuelle hyper épanouie. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, c'est aussi pour répondre à des questions. Avec l'âge, quand je commence un peu à vieillir, ça m'arrive un peu moins souvent. Mais par contre, quand j'avais 20, 25 ans et que je sortais beaucoup, une fois que les gens ont quelques verres dans le nez et qu'ils sont un peu moins timides, c'est souvent une question, mais très souvent. Et donc les gens me disaient, voilà, je préfère te poser la question, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Donc je me dis,
si les gens se posent la question, je préfère qu'ils me la posent et Oui. qu'ils aient une réponse correcte, Oui. plutôt Plutôt qu'ils que s'imaginent s'imaginer, n'importe quoi. Voilà. Alors, dans votre ouvrage, on se rend compte, voilà, après le monde de la nuit, la drogue, vous organisez des soirées, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous faites bien, c'est votre formation, puisque vous sortez de l'école avec ce diplôme. Et alors, vous vous lancez dans les soirées VIP à Saint-Trope, à Cannes. Toutes les entrées, tous les contacts, vous les avez eus comment ? Ah, ça, c'est un travail de longue haleine, donc c'est clair que ça fait maintenant 8 ans que je fais des événements à Cannes. Les contacts, on les a pas la première année, Non, donc bah c'est non. vraiment... Et on suit un peu votre galère, vous montrez que... Mais oui, non, ça, c'est loin d'être évident. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis aussi, surtout au début. Alors, le fait d'être en chaise roulante, je pense que maintenant, ça me facilite la vie, très honnêtement. Mais à l'époque, c'était pas le cas. De un, j'étais jeune, je voulais m'imposer à Cannes, alors que c'est vraiment très difficile, parce que le nombre d'organisateurs est limité, et c'est la terre entière qui se réunit durant le festival du film. Donc le fait d'être jeune et handicapé en plus, pour être pris au sérieux, il y a 8 ans, c'était pas évident. Non. Et donc Mais voilà, vous y êtes petit à petit, oui, en tout cas, je fais mon possible pour. Comme quoi, le travail, ça paye. Ça paye, oui, c'est vrai. Vous avez aussi, en même temps, créé votre fondation, Wheeling Around the World. Je parle bien anglais. Ouais, parfait. Oui. Donc, c'est les wheeling, c'est les fameux wheeling. C'est la position de... Voilà, qu'on fait à vélo, mais vous l'illustrez par votre chaise roulante. C'est important pour vous d'avoir cette fondation et de se dire, on peut voyager partout, même en étant en chaise roulante. Complètement, oui. Mais en gros, l'association, elle est née aussi de par mon expérience professionnelle, personnelle, pardon. Forcément. L'électrochoc qui vous avait fait créer cette fondation ou prendre un nouveau tournant, c'est le décès de votre ami, un ami qui se fait assassiner, où là, vous vous dites, bon, soit je sombre et je vais pas bien, soit je prends ma vie en main. Mais disons que ça m'a surtout aussi fait réaliser à quel point on n'est rien et à quel point, du jour au lendemain, on peut disparaître. Et donc, c'est vrai que cet événement-là, qui fait d'ailleurs partie des événements qui m'ont décidé à écrire ce livre aussi, m'a vraiment poussé à m'éloigner. Donc, je suis parti quelques mois à l'étranger. Et là, vraiment, la réflexion que j'ai eue, c'est que je me disais, si demain, c'est moi qui disparais, quelle trace je laisserais ? Et j'avais pas envie de laisser... Je fais les événements people, c'était strass, paillettes, etc. Mais ça me correspond pas. Entre guillemets, c'est mon boulot, mais c'est pas forcément comme ça que je suis. Et voilà, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de créer quelque chose qui permettrait d'aider d'autres personnes. Tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui me concerne moi directement et dont je connais bien le sujet. Et vu que je suis un grand passionné de voyage depuis toujours, voyage et mobilité, je me suis dit... Et ça, on le découvre dans votre livre. Il y a un téléspectateur, on n'aura pas le temps de passer à la question Facebook, qui nous demandait quels étaient les futurs projets pour votre fondation. Je vais répondre en vitesse. Il y en a beaucoup, mais j'invite surtout les gens à se rendre sur le site de la Fondation, qui est fondationwow.org. Et le prochain projet qui se réalise le 1er, 2e et 3e juillet, c'est l'ascension du Mont Blanc avec les pompiers de Paris. Donc là, on part à 3 en chaise roulante. C'est 19 aidants, puisqu'il y a 5 porteurs par personne en chaise roulante, plus infirmières et autres. Et donc, on part 3 jours sur le massif du Mont Blanc. Voilà. Super. Et votre livre s'appelle « Ma vie à 200 à l'heure ». Je m'installe près de vous pour faire le fameux selfie final de ce face-à-face. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez cette photo sur la page Facebook de l'émission. Alexandre, je m'assieds près de vous. Je vous en prie. Bon, je suis experte dans le selfie. Marty ?